Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où l'on va s'éloigner un peu de nos sentiers battus habituels pour, justement, se perdre en forêt. Et quand je dis se perdre, je ne parle pas d'oublier sa boussole, je parle de disparition littéralement inexplicable. Pour en parler, je suis avec Thomas. Salut Thomas! Salut Sarah, ravi d'être là. Et tu as raison, le sujet d'aujourd'hui, c'est pas juste des gens qui se perdent, c'est beaucoup plus sombre. On va parler du phénomène Missing 411. C'est un sujet qui fascine Internet en ce moment, surtout grâce au travail de David Paulides. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous planter le décor? On parle des grands parcs nationaux américains, c'est ça? Exactement. Imagine des étendues sauvages immenses, Yosemite, Yellowstone, les Great Smoky Mountains, des millions d'hectares de forêts denses, de canyons, de rivières. C'est magnifique, c'est grandiose. On y va pour se ressourcer, pour déconnecter. Mais il y a un revers à cette médaille. Ce sont des endroits où la nature est reine et où l'homme n'est qu'un invité temporaire. Et parfois, l'invité ne repart jamais. Ce qui me frappe dans ce que j'ai lu, c'est la soudaineté. On n'est pas dans le scénario du randonneur qui part seul pour 3 semaines et qu'on ne revoit plus. C'est souvent beaucoup plus rapide. C'est ça qui est terrifiant. On a des cas où la personne est là, juste à côté de ses proches, et la seconde d'après, pouf! Plus rien, c'est le silence absolu. Prenons un scénario typique décrit dans les dossiers Missing 411. Une famille fait un pique-nique. Le père se tourne pour attraper une bouteille d'eau dans la glacière. Son fils de 3 ans joue à 5 mètres de lui, derrière un buisson. Le père se retourne, ça a pris quoi, 10 secondes? L'enfant n'est plus là. 10 secondes, c'est rien. L'enfant aurait dû crier ou on devrait entendre ses pas, des branches te craquent. C'est là que ça devient bizarre. Les témoins décrivent souvent un silence surnaturel, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton mute de la forêt. Plus d'oiseaux, plus de vent, plus d'insectes, juste un silence lourd, oppressant. Et l'enfant? Volatilisé, pas un cri, pas de pleurs, comme s'il avait été happé par le sol ou le ciel. C'est glaçant. Et j'imagine que les recherches commencent tout de suite. Immédiatement, les parents paniquent, ils hurlent le nom du gamin, ils courent partout, mais rien. Et c'est là qu'on entre dans la deuxième phase du mystère, celle des profils et des circonstances impossibles. Tu as un exemple précis en tête, une histoire qui illustre bien ce côté impossible? Ouais, il y a des centaines de cas, mais prenons celui d'un petit garçon, appelons-le Kiss pour l'exemple, c'est un cas qui ressemble à beaucoup d'autres recensés par Paulides. Kiss a 2 ans, il disparaît de son jardin, qui borde une forêt dense. Les recherches s'organisent, des centaines de bénévoles, des hélicoptères, des chiens pisteurs. On le retrouve finalement 4 jours plus tard. Vivant? Oui, vivant, mais c'est l'endroit où on le retrouve qui défie la logique. On le retrouve à 12 km de sa maison. Mais attention, pas 12 km sur du plat. Il est retrouvé en haute altitude, sur une crête escarpée, de nuit avec des températures négatives. Attends, un enfant de 2 ans, 12 km en montagne? C'est physiquement impossible pour un bambin de cet âge de parcourir une telle distance, surtout avec le dénivelé. C'est exactement ce que disent les experts en recherche et sauvetage. Pour qu'un enfant de 2 ans fasse ce trajet, il aurait dû marcher jour et nuit sans s'arrêter, en escaladant des rochers, en traversant des fourrés d'épineux qui arracheraient les vêtements d'un adulte. Et pourtant, quand on le retrouve, il n'a pas une égratignure majeure. Il est un peu déshydraté, mais ses vêtements sont en bon état, ses pieds ne sont pas en sang. Comment est-ce possible? C'est là qu'on se dit qu'il a été transporté. Quelqu'un l'a emmené là-haut. C'est la première hypothèse logique, un enlèvement. Mais là encore, les faits ne collent pas. Si c'est un kidnappeur, pourquoi relâcher l'enfant 4 jours plus tard au sommet d'une montagne inaccessible? Pourquoi prendre le risque de le monter là-haut? Et surtout, il n'y a aucune trace. Pas de traces de pneus, pas de traces de bottes d'adulte à côté de l'enfant, rien. Tu as mentionné les chiens pisteurs tout à l'heure. Ils doivent bien sentir quelque chose, non? Ah, les chiens, c'est un point récurrent et très troublant dans les dossiers Missing 411. Normalement, un chien de Saint-Hubert ou un berger allemand entraîné, ça te retrouve une odeur vieille de plusieurs jours. Mais dans ces cas précis, les maîtres chiens rapportent souvent un comportement étrange. Les chiens arrivent à l'endroit exact où la personne a été vue pour la dernière fois et ils s'assoient. Ils refusent de pister? Ils refusent catégoriquement. Certains gémissent, d'autres se couchent, d'autres tournent en rond comme s'ils étaient désorientés. Ils ne trouvent aucune piste de sortie. C'est comme si l'odeur s'arrêtait net, comme si la personne n'était pas partie à pied, mais avait été, je ne sais pas, soulevée dans les airs. Ça donne la chair de poule. Et il y a aussi cette histoire de vêtements, non? J'ai lu quelque chose sur des vêtements retrouvés pliés. Oui, ça, c'est peut-être le détail le plus dérangeant. On retrouve parfois les vêtements de la victime soigneusement pliés, posés sur un rocher ou une souche. Alors, la science a une explication partielle pour le fait de se déshabiller. Ça s'appelle le déshabillage paradoxal.
paradoxal. En hypothermie sévère, le cerveau dysfonctionne et la personne a l'impression de brûler, donc elle s'arrache ses vêtements. D'accord, donc ça c'est rationnel. Oui, sauf qu'une personne en délire d'hypothermie ne prend pas le temps de plier son pantalon et de poser ses chaussettes proprement à l'intérieur de ses chaussures. C'est un geste ordonné, calme, ça ne colle pas avec la panique ou la mort imminente. Et souvent, on retrouve les vêtements, mais pas le corps. Ou alors on retrouve le corps des kilomètres plus loin, sans les vêtements. Et il y a aussi le facteur météo, c'est ça? Systématiquement, c'est presque une signature. Dès que la disparition est signalée, une tempête éclate. Pas une petite pluie, on parle de blizzard, de pluie torrentielle, de brouillard épais. Ça arrive presque toujours dans les heures qui suivent, ce qui rend les recherches impossibles et efface toutes les traces potentielles. C'est comme si la nature elle-même conspirait pour empêcher qu'on retrouve la personne. Alors Thomas, on arrive au moment fatidique des hypothèses. On a éliminé l'enlèvement classique, on a des doutes sur la capacité physique des victimes à se déplacer si loin. Qu'est-ce qu'il reste? Les attaques animales? On y pense forcément, un puma, un ours, mais une attaque animale c'est salant, c'est violent, il y a du sang, des vêtements déchirés, des traces de lutte. Dans les cas Missing 411, c'est propre. Trop propre, pas de sang, et un animal ne transporte pas un corps sur des kilomètres sans laisser de traces, de traînées, et il ne plisse certainement pas les vêtements. Donc on a des faits tangibles, mais qui mis bout à bout dessinent quelque chose qui ne rentre dans aucune case rationnelle. David Pollids, lui, il a une théorie. Il est très malin, Pollids. Il ne donne jamais sa propre théorie explicite. Il dit « je vous donne les faits, à vous de juger ». Mais quand tu lis entre les lignes ou que tu écoutes ses conférences, on sent qu'on flirte avec le paranormal. Certains parlent de Bigfoot ou de Sasquatch, ces créatures mythiques qui vivraient cachées. D'autres évoquent des phénomènes encore plus étranges, comme des portails dimensionnels ou des enlèvements par des entités non humaines. Ça paraît fou dit comme ça. Ça paraît complètement dingue. Mais quand tu as éliminé l'animal, l'humain, l'accident et le suicide, Sherlock Holmes disait bien que lorsque vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, si improbable soit-il, doit être la vérité. Le problème ici, c'est qu'on ne sait pas ce qui reste. On a juste ce vide, ce silence et ces statistiques effrayantes. C'est frustrant de ne pas avoir de réponse, mais c'est aussi ce qui rend le truc si captivant. On se rend compte qu'on ne maîtrise pas tout. Exactement. On pense avoir dommé la planète, on a des GPS, des satellites, des smartphones, mais tu fais 10 pas hors du sentier dans une forêt dense de l'Oregon ou du Colorado et tu reviens à l'âge de pierre. Tu es une proie, ou en tout cas tu es vulnérable. Justement, pour conclure, quel message on doit retenir de tout ça? À part ne plus jamais aller en forêt, ce qui serait dommage. Non, il faut continuer à profiter de la nature, mais il faut changer d'état d'esprit. La règle numéro 1, c'est de ne jamais marcher seul. Le body system. Si tu te blesses, si tu fais un malaise, si quelque chose arrive, être seul, c'est signer son arrêt de mort. Et pour les enfants? Pour les enfants, c'est la vigilance paranoïaque. Pas de « ils jouent juste derrière l'arbre ». Habillez-les avec des couleurs vives. Pas de camouflage, pitié. Si vous devez les chercher, vous voulez qu'ils ressemblent à un gyrophare, pas à un buisson. Tu m'avais parlé d'un équipement spécifique aussi l'autre jour. Oui, la balise PLB, Personal Locator Beacon. C'est pas un téléphone, ça ne dépend pas du réseau cellulaire. Tu tires l'antenne, tu appuies sur le bouton et ça envoie ta position GPS directement au satellite de secours. Ça coûte le prix d'une bonne paire de chaussures de rando, mais ça sauve la vie. Si les victimes de Missing 411 en avaient eu une, on aurait résolu bien des mystères. C'est un investissement qui vaut le coup. Absolument. Et une dernière chose, Sarah, c'est un conseil un peu bizarre, mais qui revient souvent chez les guides expérimentés. Si vous êtes dans les bois et que soudainement tout devient silencieux, si vous sentez cette peur irrationnelle, ce sentiment d'être observé, ne cherchez pas à comprendre, faites demi-tour, immédiatement. Quittez la zone. L'instinct de survie. Voilà, notre cerveau perçoit parfois des dangers que nos yeux ne voient pas encore. Écoutez cette petite voix, elle a des millions d'années d'évolution derrière elle. Merci Thomas, c'était intense. Je ne regarderai plus ma prochaine balade en forêt de la même manière. Fais juste attention à toi et reste sur le sentier. Promis. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez des théories sur ces disparitions ou si vous avez vécu quelque chose d'étrange en forêt, partagez-le nous. On se retrouve très vite pour un nouveau dossier. D'ici là, gardez l'œil ouvert.